Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. Les expériences spatiales de la télévision. 1. Le quotidien, le banal, le proche. Pourquoi cette attirance pour la monstration du banal ? Se demande François Jost avant d'observer qu'en 1974, un film de Chantal Akerman intitulé Jeanne Dielman avait suscité l'ennui chez beaucoup de spectateurs parce qu'il montrait notamment une femme épluchant des pommes de terre pendant de longues minutes, alors que aujourd'hui, les spectateurs du Gran Hermano et l'utilisateur d'Internet se jettent sur les retransmissions de telles scènes en temps réel. 10. L'image du geste banal de la femme engagée dans une activité domestique est intéressante, car elle s'inscrit dans une longue histoire des représentations articulant le domestique et l'art. Et c'est précisément à un des moments clés de cette histoire, le XVIIe siècle hollandais, que les peintres de ce pays, dans un mouvement artistique que Todorov qualifie d'éloge du quotidien 11, ont commencé à accorder une attention extrême à ces gestes ordinaires, à ces objets dont les femmes s'entouraient et qui indiquaient leur prédominance dans l'espace domestique. Le quotidien est alors synonyme de confort, voire d'aisance bourgeoise. Jamais d'ennui, est-il besoin de le préciser ? Mais il est aussi l'indice d'une féminisation de l'espace. Emmanuel Levinas a évoqué cette présence de la femme, indispensable selon lui à l'établissement d'une familiarité du monde. L'intimité que déjà la familiarité suppose est une intimité avec quelqu'un. Et l'autre dont la présence est discrètement une absence et à partir de laquelle s'accomplit l'accueil hospitalier par excellence qui décrit le champ de l'intimité, est la femme. La femme est la condition du recueillement, de l'intériorité, de la maison et de l'habitation. 12. Bien avant l'art moderne, la peinture hollandaise découvre la force intérieure qui se dégage des objets de tous les jours. Le peintre constate que la beauté peut se nicher dans l'objet le plus imparfait, le geste le plus commun, pourvu que lui, le peintre, en ait saisi toute la qualité. 13. Là est toute la différence. Les détails de la vie domestique qui s'affirment avec force dans la peinture hollandaise sont comme rehaussés par un concept, la beauté du concret. Poussée à l'extrême, comme c'est le cas entre autres dans la télé-réalité de ces dernières années, la représentation des gestes quotidiens entraîne au contraire un obscurcissement fatal de la lumière qui émane des choses, réduisant ainsi le quotidien au banal. On peut avancer bien des raisons à cette dégradation, aboutissement d'une longue histoire. Absence d'auteur, perte de l'aura, remplacement de l'effort de composition fictive par l'affirmation de l'immédiateté de l'authentique, sans oublier l'extension brutale de la quantité de choses représentées par l'art et du nombre d'objets considérés comme faisant partie du monde de l'art. Ce dernier point a suscité une discussion particulièrement acharnée, qui prolonge sans toujours l'enrichir le vaste débat sur la question de l'art aujourd'hui. 14. Dans la perspective de la prise en compte du mode d'habitation de l'homme sur Terre qui est la nôtre ici, nous pensons que la localisation de ces objets et de ces gestes ordinaires n'est pas étrangère aux liens affectifs qu'ils contribuent ou pas à maintenir avec la nature. L'architecture devient alors le moyen privilégié d'articuler le corps à la terre selon un certain rythme. Paul Claudel a magnifiquement évoqué l'envoûtement exercé par la maison sur les scènes intimes de la peinture hollandaise. Une peinture de Viel, de Vermeer, de Peter de Hooch, nous ne la regardons pas, nous ne la caressons pas une minute, d'un clignement d'yeux supérieur. Immédiatement nous sommes dedans, nous l'habitons. Et en effet la maison où nous sommes a une âme. Elle accueille, divise et répartit le rayon extérieur un peu à la manière de la nôtre, et l'on comprend que les personnages qui l'habitent ne puissent s'échapper de ce paradis domestique. 15. Chaque élément du décor intérieur y est soumis, jusqu'aux objets les plus anodins. Et si ce paradis n'est pas celui de la maison hollandaise réelle, l'envoûtement ressenti devant la représentation picturale de ces intérieurs inaugure une harmonie, un idéal qui paradoxalement ne tranche pas avec le monde environnant. 16. On le voit. Ce qui, dans le quotidien des œuvres de l'art hollandais, permet de résister au glissement du banal, tient à une relation que les objets représentés, portés par la maison, conservent avec un arrière-plan de sens fourni par le monde, donc inépuisable. Que l'attrait pour le quotidien, le banal, caractérise d'autres époques de l'histoire de l'art et de la littérature, qui en douteraient ? Ce n'est pas ici le lieu d'en faire le bilan. Reste que certains moments de cette tradition permettent de mieux comprendre les raisons de cette permanence, voire d'éclairer la situation actuelle.
C'est le cas, nous semble-t-il, des représentations paysagères américaines de la seconde moitié du XIXe siècle, mouvement que l'on a parfois comparé à la peinture hollandaise 17. Les Américains en effet, posent avec force et simultanément la question de l'ordinaire dans l'art et de sa relation au spectateur. Affronter la question de la réception permet de mieux saisir pourquoi l'accent mis sur l'ordinaire revient périodiquement 18. Témoigner de la spécificité de la scène américaine, préoccupation constante des artistes américains de l'époque, Cole, Church, Whitredge, passe en effet par la définition d'une dimension locale et singulière, elle-même entendue comme manière privilégiée de se rapprocher de la substance de la vie quotidienne américaine. Le philosophe Emerson en particulier, a l'intuition que notre rapport au monde est d'une certaine façon plus proche que ne l'expriment les arts traditionnels ou les idées de connaissance. Je ne demande pas le grand, le lointain, le romantique, écrit-il en 1837, ni ce qui se fait en Italie ou en Arabie, ni ce qu'est l'art grec, ni la poésie des ménestrels provençaux. J'embrasse le commun, j'explore le familier, le bas et je suis à leurs pieds. 19. Aux yeux d'Emerson, l'accession au visible et plus généralement l'expérience du réel sont envisagées comme remède à la tendance rétrospective, dénoncée dans la première partie de la citation. En conséquence, les spectateurs américains qui défilent devant les images sont invités à être d'abord sensibles à la lisibilité immédiate de la représentation. Il s'agit donc de la naissance d'une autre tradition, qui pose entre autres, la question de savoir dans quelle mesure la genèse d'un nouveau système figuratif peut être liée à la perception immédiate d'éléments tirés du réel, communs aux spectateurs et aux auteurs de ces représentations. Ce parti pris pour le monde quotidien constitue une intéressante préfiguration du nouveau regard sur le monde, que mettront en œuvre la photographie d'abord, le cinéma ensuite. Quelle est la place réservée à l'art dans ce processus ? Dans un essai intitulé Art 1841, Emerson dénonce assez violemment la peinture et conseille d'ouvrir les yeux sur les chefs-d'œuvre d'un art éternel, la vie autour de nous. C'est nous qui soulignons. L'intention créatrice supposant le désintéressement à l'égard des choses du monde, ni le texte littéraire classique, ni le tableau n'ont selon lui cette capacité d'expression directe de la nature. L'intérêt pour le quotidien entraîne alors un mépris pour d'autres objets, habituellement considérés comme supérieurs, les œuvres d'art. Les attaques du même type sont fréquentes dans les écrits de Ruskin, Wordsworth, Whitman, ce qui indique la présence d'un important courant de pensée qui ne se limite pas à l'Amérique, en faveur des choses les plus simples. 20. Mettre l'accent sur les choses ordinaires, les circonstances insignifiantes, les traiter pour elles-mêmes dans le respect du visible sans les intégrer nécessairement à une œuvre d'art ou à un système narratif construit, constitue une entreprise originale, le signe d'une nouvelle utilisation des moyens de représentation mimétique à destination d'un nouveau spectateur. Pendant des siècles, il avait fallu des artistes pour célébrer la nature, la faire venir à l'art. Et voilà qu'une expression directe des choses est possible, par la photographie d'abord, le cinéma ensuite. Leurs premiers témoins y verront les traces des choses mêmes, parfois une objective dévotion à l'œuvre du créateur. Paul Claudel se réjouira de cette démocratisation des moyens techniques qui livrent un accès déférent à la nature. On ne dit plus « c'est un bois, c'est une rivière ». On dit « c'est un Courbet, c'est un Corot, c'est un Monet, c'est un Pissarro ». Mais au secours de notre religieuse curiosité, de notre intérêt passionné, la science a mis à notre disposition un moyen plus sûr et à vrai dire foudroyant comme l'éclair que le pinceau, et puisqu'il faut parler d'objectif, voici l'objectif lui-même, c'est la philosophie. 21. Ce vœu d'humilité, de pauvreté, caractéristique des inventeurs de la photographie et du cinéma, ne sera guère entendu. La suite est connue. Loin d'exalter leurs vertus photogéniques, les accent aigu appropriations industrielles et commerciales vont enfermer la photographie et le cinéma, les mettre au service d'un esprit d'époque, préfiguration de leur médiatisation. On l'aura compris, l'attention pour le quotidien, le banal, ne date pas d'aujourd'hui, pas plus qu'elle n'est le fait de la télévision ou du cinéma. Mais l'ampleur du mouvement dans les médias change la nature du problème, et nous sommes actuellement confrontés à la situation pressentie par Eric Auerbach qui estimait que plus on met en relief ce que les choses élémentaires que nous vivons ont en commun, plus les individus qui vivent un tel instant sont nombreux, divers et simples, plus ce qu'ils ont en commun doit apparaître avec force. 22.
Alors que la tradition figurative s'efforçait de dévoiler le monde en le mimant, l'une des grandes directions autour desquelles s'organisent les réalismes, l'écran de télévision semble avoir choisi de fonctionner autrement, notamment comme un opérateur d'échange. Mais entre qui et qui ? Il n'y a plus d'un côté la nature, et de l'autre sa représentation. Une nouvelle régulation se met en place. Indifférente aux formes symboliques antérieures, elle se caractérise par une incantation à la communication. Dans une première approche, nous avons tenté ailleurs de montrer comment cet incessant bavardage cherche moins en effet à construire une représentation qu'à s'incorporer au réel 23. Comment s'étonner dès lors que de Freud à Baudrillard, le quotidien, l'ordinaire, le banal soit au centre de nombreuses démarches des sciences sociales 24. Après l'échec des idéologies et la fin des grands récits, ils sont l'objet d'une nouvelle attention, avec l'ensemble des secteurs, des activités oubliées, et leur redécouverte progressive trouve une forme d'aboutissement dans leur relation à la télévision. Pourtant, comme Bourdieu l'a récemment souligné dans son essai sur la télévision, il n'y a rien de plus difficile que de faire ressentir la réalité dans sa banalité. Flaubert aimait à dire « il faut peindre le médiocre ». C'est le problème que rencontrent les sociologues, rendre extraordinaire l'ordinaire, évoquer l'ordinaire de façon à ce que les gens voient à quel point il est extraordinaire 25. En privilégiant ce que Bourdieu appelle « l'extraordinaire ordinaire », c'est-à-dire prévu par les attentes ordinaires 26, la télévision choisit au contraire la banalisation du quotidien, son homogénéisation. Et l'homogène implique l'entropie, c'est-à-dire le retour aux états les plus probables, ceux où les tensions ont disparu. Or, d'une certaine façon, la télévision est devenue un bon objet d'étude parce qu'elle est quotidienne et ses images s'imposent au nom de ce quotidien, parce qu'elles disent, à leur manière, les valeurs du contexte socioculturel dont elles radicalisent certains modèles d'acceptabilité par le stéréotype par exemple. Car la banalité que nous dit la télévision est une banalité particulière, partagée par le public des médias. La transformation ici serait d'avoir installé le déjà-vu, la répétition, non plus dans les marges comme c'est le cas au sein du discours romanesque de type réaliste mais au cœur de son discours, massivement et sans honte. Avec ses possibilités de transformation, cette quotidienneté a progressivement remplacé le regard pessimiste qui était porté par les intellectuels sur une culture de masse synonyme de manipulation, d'aliénation. Aux yeux de certains en effet, les théoriciens du postmodernisme par exemple, l'attention portée au quotidien est liée à l'idée que, quel que soit son degré de dégradation, il recèle une possibilité de transformation. Dans son scénario de simulation totale du réel, Baudrillard estime que le seul acteur qui compte ce sont les masses. Et s'il y a duplicité ou manipulation, elles ne sont selon lui que des modulations de l'incohérence du social qui ne fonctionne pas sur une finalité, et n'a que faire du critère d'authenticité. De la même manière, la mise en scène du quotidien à la télévision obéirait à une logique propre d'enchaînement qui, paradoxalement, par la mise en cause brutale des critères accompagnant habituellement l'œuvre d'art, déplacerait son expérience dans de nouveaux contextes auxquels il devient difficile de fixer les limites. Pour le philosophe Wittgenstein, la force d'une reconnaissance de l'ordinaire est liée à la paix que l'on peut trouver dans l'attrait du quotidien, par rapport aux profondes inquiétudes d'une mauvaise interprétation philosophique. Partageant l'intuition que l'existence humaine a besoin non d'une réforme mais d'une reformation, d'un changement qui est la structure d'une transfiguration, Wittgenstein et Stanley Cavell devinent que l'ordinaire a à lui seul le pouvoir de déplacer l'ordinaire 27. Les deux philosophes partagent une vision optimiste de la perte des repères traditionnels. Loin de la vivre comme une malédiction de l'homme moderne, ils en font une aspiration et se donnent comme but, par l'usage de l'ordinaire, d'établir un rapport plus authentique à un monde désencombré des conventions. Fidèle aux recommandations d'Emerson, Cavell prendra à son tour le parti de s'appuyer sur la culture la plus commune pour philosopher. D'où son choix du cinéma, notamment de la comédie, comme objet d'étude de la contribution américaine à la culture. Dans cette perspective de prise en compte des passions ordinaires de l'Amérique, il ne nous semble pas absurde d'examiner attentivement les formes télévisuelles de la comédie, bien au contraire. On assiste en effet depuis une trentaine d'années à un transfert de pans entiers de la culture américaine vers la télévision, qui devient ainsi un objet de choix pour qui souhaite penser l'ordinaire de cette culture.
Nous avons vu que la modernité américaine qui se met en place au XIXe siècle proposait une vision du monde et une relation à la Terre. Par sa recherche d'un sublime qui ne serait plus seulement le fait des arts, mais qui s'inscrirait dans l'ordinaire, le quotidien, cette modernité faisait en quelque sorte l'aveu que même dans les arts, l'homme américain ne pouvait plus soutenir d'être exposé aux forces élémentaires de la nature. Il en résulte, non pas une aversion de cette nature, comme en Europe, chez Baudelaire par exemple, mais plutôt la recherche d'autres médiations permettant de recomposer une expérience du monde. Le cinéma et la télévision seront deux des représentations majeures qui accompagneront cette reconstruction, ce nouveau mode d'habitation de l'homme sur la Terre. 2. Espace et architecture, les ancrages d'une fiction ordinaire. La théorie des médias s'est peu intéressée à la question de l'espace qui implique une réflexion sur les rapports entre le monde et les images. Fortement influencée par les approches narratologiques ou linguistiques, du moins en France, la réflexion sur la télévision s'est davantage penchée sur la temporalité des récits, l'énonciation, les relations intertextuelles. Pour ce type de réflexion, si les images relèvent bien d'une apparence de représentation du monde, avec des éléments à valeur sémantique autonome, contenant du sens, ce qui compte in fine, est leur mise en relation dans le récit selon des logiques où la matière narrative possède la fonction décisive de remettre en cause en quelque sorte ce qu'elle donne par un travail de codification interne. Or, même du point de vue sémiologique, la relation entre le sujet et le monde est aussi de type perceptif. Depuis quelque temps, des sémiologues, partant de l'hypothèse qui envisage le monde naturel comme une macrosémiotique, s'efforcent de reconstruire les processus par lesquels le sujet et le monde se constituent l'un l'autre dans une relation réciproque 28. Ce qui signifie que sans nier le travail sur les codes, la présence sensible du monde peut retrouver une place dans les mises en scène de la communication télévisée. Un certain nombre de discours télévisuels sont traversés d'expériences sensorielles, de formations imaginaires partant d'échanges avec le concret. Loin de nous, cependant, l'idée que la télévision serait le lieu privilégié de formalisation d'une nouvelle expérience sensible. Il s'agit plutôt de mettre en valeur quelques formes minimales de l'interaction entre la télévision et le monde, quelques configurations assez simples, utilisées pour faire voir certains types de discours. L'univers domestique de la sitcom, la maison du soap-opéra, le studio par où transitent les informations, les lieux d'où nous parlent les envoyés spéciaux. On a pu se laisser abuser par les clichés des premiers décors de la télévision américaine, les façades miniaturisées de ses habitats élémentaires. D'emblée pourtant, les objets et les personnes se montrent à l'aise dans une ambiance où les contemporains ont su reconnaître la vérité d'un nouveau monde naissant. Comme ont su le faire le photographier et le cinématographier, le télévisé à sa façon refuse d'apparaître privé de ses entours. Et le premier de ceux-ci est un espace préparé, mis en condition par l'architecture. Art spectaculaire, dont les monuments ont été à la source de grandes émotions, l'architecture sait aussi passer inaperçue, maintenir le monde sans que l'on y prenne garde. Une opération préalable s'impose donc. Envisager autrement une certaine capacité d'entraînement de l'espace, des lieux, des architectures. La maison, qui résume à la fois les lieux et les formes de la société, ainsi que les modes de sa perpétuation, est au cœur et au principe de l'architecture et de l'habitat. La télévision, quant à elle, fabrique de l'espace en permanence, sans commencement ni fin, une géographie familière où viennent s'agiter des existences. Il y a donc au moins un point commun à la télévision et à la maison. Toutes deux accompagnent le rythme de la vie, contribuent à maintenir les choses, à les faire tenir ensemble dans la durée. Contrairement aux arts nobles, à la littérature et au cinéma notamment, qui peuvent tout dire 29, selon la formule de Bataille, la télévision a une responsabilité. Contre l'idée souvent avancée de l'image fragment, des enchaînements rapides et disparates, sans relation à un référent, la télévision offre le plaisir d'une permanence de relation avec quelques lieux. Autrement dit, dans une situation générale de globalisation et de dislocation, l'amical espace et son corollaire, le présent 30 constituent l'indispensable charpente, la réserve d'énergie et de permanence, condition pour nous de posséder un monde. Par le passé, les arts, on le sait, n'ont cessé de maintenir ce dialogue avec le monde en s'efforçant de le rendre habitable. À l'entrecroisement de situations habitantes et du geste artistique, évoqué plus haut,
La peinture hollandaise du XVIIe siècle en fournit un exemple emblématique. Élément charnière de l'œuvre d'art aux yeux de Deleuze et Guattari, la maison en constituait l'armature, notamment parce qu'elle assurait la liaison entre les deux autres composantes que sont la chair et l'univers. 31. Que la maison soit ouverte sur le dehors, happée par les forces végétales d'un jardin déchaîné, comme chez Monet, ou que le dehors se présente comme un aplat noir, comme chez Matisse, c'est avec la maison que l'art commence. 32. Mais que se passe-t-il lorsqu'à la télévision, à la fois l'art et la parole de l'auteur font défaut, remplacés par la production sérielle? Des lieux, des espaces parfois minuscules, apparemment insignifiants, un hall, une cuisine, un garage, un patio, un balcon, des lisières où par le biais des parcours s'interpénètrent le dedans et le dehors peuvent-ils exprimer le désir de se saisir autrement du monde, de tout recommencer. 33. Les pans, les cadres et leurs jonctions, qui, selon Deleuze et Guattari, tiennent les composés de sensations, 34 sont bien là, mais enfermés dans le cube scénique. Ces pans, précise-t-il, sont des murs mais aussi des sols, des portes, des fenêtres, des porte-fenêtres, des miroirs, qui donnent précisément à la sensation le pouvoir de tenir toute seule, dans des cadres autonomes. 35. Tout l'art revient alors à régler, à maîtriser ces nouvelles formes d'intrusion du dehors, ces échanges entre intérieur et extérieur de la maison familiale, point de départ dans l'Amérique de l'après-guerre, d'une recomposition du paysage urbain. Actionner la télécommande, prendre son manteau, quitter le cercle de la conversation, déclencher l'ouverture automatique de la porte du garage, sortir la voiture, refermer la barrière. Autant d'opérations anodines, impersonnelles, mécaniques, autant de gestes médiateurs entre espace public et espace privé, mais peu intéressants pour une approche esthétique. Car le problème initial posé par ces gestes, ces nouvelles attitudes, n'est pas celui de les représenter par l'art. Cela supposerait qu'ils sont déjà assimilés en expérience personnelle. Or, avant cette assimilation, il faut créer des espaces où ces figures se recoupent, se rencontrent, par exemple par la représentation de segments agencés, mesurés, coupés par des fenêtres, des embrasures, des seuils. D'autres façons indirectes existent donc, selon nous, pour exprimer cette tâche aveugle au cœur des nouvelles manières d'habiter le monde. La mise en évidence par la télévision du pouvoir organisateur des déplacements du corps sur les formes architecturales et les espaces peut aider à absorber ces particularités, les inscrire dans une perspective d'interrogation plus générale sur la place du quotidien, de l'ordinaire dans les représentations. Apparemment aux antipodes de la magnifique culture de fusion avec le pays exprimée par une peinture domestique hollandaise entièrement exposée au lieu, ces représentations de la télévision n'en revendiquent pas moins une appartenance à leur nouveau suburban neighborhood. Le réalisme de ces images ne tient pas à ce qu'elles restituent avec fidélité les lieux suburbains, mais plutôt à leur acharnement à révéler les ajustements, les proximités, les discordances aussi, voire les répulsions, bref à établir des relations topologiques, c'est-à-dire des relations d'emboîtement, d'articulation dedans-dehors. On trouve là un autre point de convergence entre ces architectures ordinaires et la télévision. Toutes deux sont reçues comme des réalités éclatées, éparpillées, destinées à un regard distrait. Ce sont des centaines de perceptions successives qui font la sensation architecturale. C'est sa promenade, sa circulation qui est matrice d'événements architecturaux. On ne cesse, observe Le Corbusier, de recevoir des commotions diverses, successives. 36. Déterminantes pour notre habité, les formes ordinaires de l'architecture passent pourtant inaperçues, parce qu'intégrées à un accompagnement habituel, un fond familier, commode. En revanche, observe Adolphe Loos, l'œuvre d'art arrache les hommes à leur commodité. Nous détestons celui qui nous arrache à notre commodité. C'est pourquoi nous aimons la maison et détestons l'art. 37. C'est le cas du cinéma, qui nous arrache à la domesticité de plusieurs manières, abondamment décrites et analysées. Illusion d'un espace, impression de réalité produite par le monde de la fiction. Ces pouvoirs sont déterminants pour les modalités de présence de l'architecture dans le spectacle cinématographique. Mais le cinéma nous détache aussi du monde de tous les jours par les contextes dans lesquels il propose ses fictions, lieu public de la salle, conditions de réception. Comme le remarquent justement Paolo Cerchi-Uset et Frank Kessler, il existe une sorte de premier degré de la rencontre entre cinéma et architecture qui relève de l'espace physique de la projection. 38. Dans cet espace, tout est fait pour faciliter le départ du spectateur vers l'ailleurs de la fiction,
À commencer par le dispositif architectural qui n'est là que pour s'effacer dès que le spectacle commence. 39. La situation est rigoureusement inverse pour la télévision, où l'environnement concret du cadre domestique de réception contribue de manière importante et variée à maintenir le contact avec l'univers du quotidien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.